Et si je vous disais que ceux qui vont réussir dans les 3 prochaines années ne sont ni les plus riches ni les plus intelligents, mais les plus invisibles, ceux que personne ne regarde, mais qui voient tout. Vous croyez que c'est vous? Alors écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose que personne n'ose encore dire à voix haute. Ce n'est pas une prédiction. Ce n'est pas un simple avis personnel. C'est un constat froid, presque brutal, que j'ai fait au fil des mois en observant, en écoutant, en interrogeant. Et je vous le dis avec sincérité, l'année prochaine, beaucoup de gens vont tomber, chuter, violemment. Pas à cause de paresse, ni de manque de talent, mais simplement parce qu'ils n'auront pas vu venir la vague. Il ne s'agit pas d'une crise passagère, ni d'un petit creux conjoncturel. Ce que nous vivons, c'est un basculement structurel, un rééquilibrage mondial, une redistribution silencieuse mais implacable des cartes. L'intelligence artificielle progresse plus vite que nos lois, nos mentalités, nos réflexes. Les grandes entreprises suppriment des milliers de postes comme on coche une case sur un tableau Excel. Et les petites, elles, tentent désespérément de survivre en réduisant leurs marges, leurs stocks, leur souffle. Dans les rues, les visages sont tendus. Les chiffres de l'inflation ne reflètent pas le stress de ceux qui doivent choisir entre remplir leur réservoir ou remplir leur frigo. Les files d'attente devant les associations caritatives s'allongent. Et pourtant, dans les médias, on continue à parler de reprise. Reprise de quoi? De qui? Certainement pas pour tout le monde. Et puis, il y a cette phrase que j'ai entendue, une phrase simple, mais qui m'a glacé le sang. C'était lors d'un échange à Marseille avec un entrepreneur que j'admire profondément, un certain Jean Ma. Il m'a dit les yeux dans les yeux, l'année prochaine sera encore plus dure que celle-ci, et ceux qui n'ont pas anticipé ne seront plus là pour s'en plaindre. Ce soir-là, je n'ai pas bien dormi, pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais qu'il avait raison. Et depuis, je n'ai cessé de chercher, de fouiller, d'analyser, non pas pour me rassurer, mais pour comprendre où se trouve le levier, où se cache la lumière dans cette obscurité. Et j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé quelque chose. Un fil rouge, une trame invisible, qui relie tous ceux qui, malgré la tempête, non seulement survivent, mais prospèrent. Ce fil rouge, c'est le sens de l'observation, la capacité à voir avant les autres, à lire entre les lignes de la société. Ce n'est pas la première crise que le monde traverse, mais c'est peut-être la première fois que les solutions ne viendront pas des puissants. Elles viendront de nous. Des gens ordinaires, lucides, déterminés. Pas ceux qui attendent que les choses reviennent comme avant, mais ceux qui savent que comme avant est mort. Aujourd'hui, je m'adresse à vous qui êtes encore debout, encore curieux, encore capables de vous remettre en question. Vous qui ne cherchez pas une formule magique, mais une direction claire, pragmatique, réaliste. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose de différent, quelque chose de possible. C'est pourquoi j'ai préparé cette série. Une série dans laquelle je vais vous révéler 7 secteurs d'activité très concrets, dans lesquels des personnes sans fortune, sans relations, sans diplôme prestigieux, ont réussi à bâtir une source de revenus solide, durable, parfois spectaculaire. Et ce ne sont pas des industries du futur comme les énergies renouvelables, les semi-conducteurs ou l'intelligence artificielle. Ces secteurs sont réservés à ceux qui ont déjà tout. Non. Ce dont je vais vous parler, c'est des business de terrain, de ceux que vous pouvez commencer ici, maintenant, avec peu, mais avec une vraie intelligence d'exécution. Des histoires réelles, de Bordeaux à Strasbourg, de jeunes, de retraités, de couples ou de mères célibataires qui ont tous un point commun. Ils ont vu ce que les autres ignoraient. Mais avant de commencer, je vous demande une chose. Si ce que vous entendez ici vous parle, si cela vous touche, si cela vous fait réfléchir, alors abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour flatter mon ego, mais parce que chaque abonnement, chaque soutien me donne la force de continuer à chercher, à creuser, à partager ce que personne d'autre n'ose raconter. Dans l'épisode suivant, nous allons plonger dans le premier secteur. Il semble banal, presque enfantin, et pourtant, il génère des millions. Il s'appelle le business des boîtes surprises. Et ce que vous allez découvrir à son sujet risque bien de changer la manière dont vous voyez le commerce. Pour toujours. Mais avant cela, je vous laisse avec une question. Une question simple,
mais qui dit tout sur la manière dont vous voyez le monde qui arrive. Question pour vous. Imaginons que dans un an, l'entreprise pour laquelle vous travaillez aujourd'hui décide d'automatiser votre poste. Que feriez-vous? Ah, j'attendrai une nouvelle opportunité. Je me prépare dès maintenant à créer ma propre source de revenus. Commentez votre réponse ci-dessous avec A ou B. Je lis tous les commentaires et croyez-moi, ils m'inspirent. À tout de suite dans la suite. Quand j'ai commencé à chercher des réponses, je ne m'attendais pas à ce que la première piste sérieuse me soit soufflée par un enfant. C'était lors d'un dimanche ordinaire, dans un petit centre commercial de banlieue, où je faisais des courses rapides avant de rentrer. Un gamin, pas plus de 8 ans, harcelait son père pour acheter une boîte mystère. Une petite boîte en carton coloré avec un personnage dessus. L'enfant savait qu'il y avait un jouet dedans, mais ne savait pas lequel. Et c'est précisément ce qui le rendait hystérique de joie. Ce n'est que quelques jours plus tard, en relisant mes notes sur les dynamiques d'achat compulsif, que ce souvenir m'est revenu. Ce que je pensais être un simple caprice d'enfant s'est révélé être une leçon de stratégie. La boîte mystère n'est pas un produit, c'est une expérience, une montée d'adrénaline, une loterie émotionnelle. Et derrière ce petit objet se cache une industrie colossale. En Asie, en Amérique du Nord et désormais en Europe, des entreprises bâtissent des empires sur ce principe, vendre de l'inattendu. Mais ce qui m'a réellement fasciné, c'est ce que j'ai découvert à Lille. Quentin, un ancien étudiant en design sans emploi stable, s'est lancé dans la vente de figurines. Très vite, il a compris qu'il ne vendait pas si bien, jusqu'au jour où, presque par jeu, il a commencé à les emballer dans des sachets opaques. Les ventes ont explosé. Il n'a jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, il gère une chaîne de boutiques qui réalise plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'être humain est attiré par le mystère, la rareté, l'espoir de tomber sur une pièce exceptionnelle. Et cette attente crée un attachement émotionnel au produit. En d'autres termes, ce n'est pas ce qu'on achète qui compte, c'est le frisson au moment de l'ouvrir. Cela peut paraître insignifiant, mais croyez-moi, ce modèle est transposable bien au-delà du jouet. À Toulouse, j'ai rencontré Théo, un restaurateur en difficulté qui s'est inspiré de ce concept. Son idée? Proposer des bols de ramen avec une surprise imprimée sous le bol, une réduction, un dessert gratuit ou parfois un petit jeu pour les enfants. Le résultat a été fulgurant. La clientèle affluait et surtout revenait, parce qu'elle voulait savoir ce que cachait le bol suivant. Ce n'est pas la qualité du plat qui a changé, c'est la manière de raconter une histoire autour de ce plat. Et c'est là que se trouve la clé. Dans un monde saturé d'options, ce qui fait la différence, ce n'est pas le produit, c'est la mise en scène. À Lyon, une pâtissière que je connais bien a repris ce principe pour ses macarons. Chaque boîte contient un macaron mystère, avec une garniture inattendue. Elle ne dit jamais ce que c'est à l'avance. Les clients en redemandent uniquement pour découvrir la surprise. L'idée semble minime, mais elle lui a permis de doubler son chiffre d'affaires sans changer sa recette. Je vous partage tout cela, non pas pour vous convaincre de vendre des jouets ou des nouilles, mais pour que vous compreniez ceci. Vous n'avez pas besoin d'inventer un produit révolutionnaire pour réussir. Parfois, il suffit de modifier l'angle sous lequel vous le proposez, d'introduire une part de jeu, de mystère, d'émotion, et ce n'est pas réservé aux jeunes ou aux créatifs. J'ai vu une coiffeuse de Dijon appliquer ce principe à ses coupes du samedi. Elle proposait un coiffure surprise pour 15% de réduction. Le client acceptait de ne pas choisir le style exact, mais de faire confiance à son instinct. Elle a non seulement fidélisé une clientèle curieuse, mais a aussi attiré des centaines de jeunes via les réseaux sociaux, friands de contenu avant-après inattendu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans un monde qui va trop vite, qui stresse, qui écrase, offrir un petit moment de surprise, d'amusement, peut devenir une vraie valeur ajoutée. Une valeur monnayable, durable et différenciante. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est accessible. Et c'est surtout adapté à ceux qui n'ont pas de gros capital. Car ce modèle ne repose pas sur l'investissement, mais sur la créativité dans la présentation. J'ai aussi vu des libraires transformer la vente de livres en lecture à l'aveugle,
où chaque ouvrage est emballé dans du papier craft avec quelques mots-clés intrigants. Résultat, des ventes doublées. Les lecteurs adorent la sensation de tomber sur un livre choisi par le destin. Vous voyez, une idée, une seule, peut changer votre destin économique. Alors, avant de penser à créer le prochain Uber, demandez-vous, qu'est-ce que je peux déjà vendre autrement? Qu'est-ce que je peux déjà faire ressentir à mes clients? Car aujourd'hui, ce ne sont pas les produits qui manquent. Ce qui manque, c'est l'expérience autour de ces produits. Et cette expérience, elle commence souvent par une surprise. Dans la prochaine partie, je vous emmènerai dans un univers différent, mais tout aussi puissant, celui des animaux de compagnie. Un monde où l'émotion règne, où les dépenses explosent et où les opportunités sont bien réelles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quelque chose d'étrange est en train de se produire autour de nous. Depuis quelques années, je vois de plus en plus de gens marcher seuls, manger seuls, vivre seuls. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le choix. Beaucoup l'ont choisi, délibérément, volontairement et parfois même fièrement. J'ai d'abord cru que c'était une phase, une tendance passagère, un symptôme de notre époque hyperconnectée mais émotionnellement isolée. Mais en creusant, en parlant avec des sociologues, des économistes, des entrepreneurs, j'ai compris que ce n'était pas un phénomène secondaire. C'est une lame de fond. Et elle porte un nom, l'économie du célibat. Pendant longtemps, notre société a tourné autour du couple, de la famille, des projets à deux, des achats groupés, des logements pour deux, des vacances à deux. Mais aujourd'hui, une part croissante de la population, notamment les jeunes entre 25 et 40 ans, refuse ce modèle. Pas parce qu'ils ne croient pas à l'amour, mais parce qu'ils préfèrent la liberté à la concession. Et cette liberté a un coût qu'ils sont prêts à payer. Ce qui m'a frappé, c'est la puissance économique de ses choix personnels. Un célibataire ne partage pas ses dépenses. Il achète pour lui seul. Il mange pour lui seul. Il vit pour lui seul. Il consomme avec une intensité émotionnelle différente. Il choisit ses produits en fonction de son plaisir, pas d'un compromis. Et c'est là que l'opportunité devient claire. Prenez l'alimentation, par exemple. À Paris, une jeune femme nommée Camille m'a montré son concept de riz prêt à cuire en bouteille. Chaque flacon contient exactement la dose pour une personne. Un verre de riz, 2 d'eau. Pas besoin de mesurer, pas de gaspillage, pas d'effort. C'est pratique, c'est propre, et ça se vend par milliers dans les supérettes de quartier. Pourquoi? Parce que ça parle à cette génération de solos qui n'ont pas envie de faire la cuisine, mais veulent quand même se nourrir dignement. Un autre exemple. Mathieu, un ancien chef de produit qui s'est lancé dans les sauces gastronomiques en capsule. Oui, comme le café. Il a compris que beaucoup de gens aiment manger bien, mais n'ont ni le temps ni les compétences pour cuisiner. Alors il propose des sauces prédosées. Vous faites cuire vos pâtes, vous ajoutez une capsule, vous êtes un chef. Il a démarré dans sa cuisine. Aujourd'hui, il livre dans 3 régions. Mais l'économie du célibat ne se limite pas à la cuisine. Elle s'étend à l'électroménager, au logement, aux loisirs et même à la technologie. Une start-up à Bordeaux développe des appareils électroménagers miniatures. Friteuse pour une seule portion, grille-pain une tranche, mini blender à smoothie personnel. Chaque détail est pensé pour ceux qui ne veulent pas plus, mais mieux adapté à leur réalité. Et puis, il y a le domaine le plus inattendu de tous, les services émotionnels. Je me souviens encore de cette conversation avec Clara à Strasbourg. Elle avait lancé un service de réveil téléphonique personnalisé. Chaque matin, ses clients recevaient un appel avec une voix douce, parfois une chanson, parfois un mot d'encouragement. Cela pouvait sembler anodin, et pourtant, elle avait une liste d'attente. Parce qu'au fond, ce que ses clients achetaient, ce n'était pas un réveil, c'était un sentiment d'importance, une voix dans le silence. Et cela, vous ne le trouverez pas dans les rapports de marché. Mais c'est là que tout se joue. Le célibat d'aujourd'hui n'est pas un isolement forcé, c'est un nouveau mode de vie. Et ce mode de vie exige des produits adaptés, des expériences conçues pour une seule personne, mais qui parlent à l'individu dans ce qu'il a de plus intime, son autonomie, son plaisir, sa singularité. Il y a aussi un paradoxe puissant. Les célibataires ont souvent moins de charges fixes que les familles. Pas de pension, pas de crédits multiples, pas de frais de scolarité.
Ce qui veut dire qu'ils peuvent et veulent se faire plaisir plus souvent. Et ils le font. Dans une enquête que j'ai consultée, les célibataires français dépensent en moyenne 22% de plus pour des produits alimentaires de qualité par rapport aux couples. Ils voyagent plus souvent, testent plus de nouveautés, s'inscrivent à plus d'activités payantes. Ils vivent leur vie comme une œuvre personnelle, et toute œuvre mérite de bons outils. C'est pourquoi j'affirme que dans les 3 prochaines années, les entreprises qui sauront parler aux célibataires gagneront gros. Pas en leur vendant des choses classiques, mais en leur offrant des solutions précises à leurs micro-problèmes. Comment cuisiner pour un, comment voyager seul sans se sentir exclu, comment meubler un studio sans l'encombrer, comment créer un moment émotionnel dans une routine silencieuse. Nous ne sommes plus dans l'ère des masses, nous entrons dans celle des individus. Et chaque individu devient un univers à servir. Ce que j'ai appris, à travers tous ces exemples, c'est que le futur appartient à ceux qui comprennent les solitudes modernes, pas pour les exploiter, mais pour les accompagner, pour les sublimer. Alors la prochaine fois que vous verrez une personne dîner seule dans un restaurant ou marcher seule avec ses écouteurs, ne voyez pas un manque. Voyez un monde qui n'attend qu'une chose, qu'on lui parle dans son langage, avec respect, avec finesse et avec innovation. Dans la suite, nous irons encore plus loin dans cette idée de micro-besoins et de comportements silencieux qui deviennent des marchés. Nous parlerons d'un instinct humain universel, la paresse, et comment certains l'ont transformé en modèle économique redoutable. Je me suis souvent demandé pourquoi certaines idées, aussi simples soient-elles, rapportent des millions, tandis que d'autres, plus techniques, plus sophistiquées, tombent dans l'oubli. La réponse ne se trouve pas dans la technologie, ni même dans le marketing, mais dans un facteur profondément humain, presque primitif, notre paresse. Oui, je parle de cette tendance naturelle à éviter l'effort inutile, à chercher le raccourci, à vouloir tout de suite, sans complication. Pendant longtemps, la société a condamné cette attitude. On a glorifié la discipline, l'effort, la sueur. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont ceux qui comprennent cette part de nous, pas très noble, mais universelle, qui bâtissent des modèles économiques redoutables. J'ai rencontré Thomas à Lyon, un entrepreneur atypique, qui a bâti son business autour d'une seule phrase. Je fais le menu, tu le manges. Pas de choix, pas de personnalisation. Chaque jour, un seul plat. Bien cuisiné, livré à l'heure, emballé proprement. Il ne propose pas une carte, il propose la fin d'un dilemme. Ce que Thomas vend, ce n'est pas seulement un repas, c'est une réponse rapide à une question fatigante. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Et cette question, des millions de Français se la posent chaque jour, sans envie de chercher, de comparer, de commander. Ils veulent juste une solution. Et Thomas la leur offre. Résultat, plus de 130 000 plats vendus par mois, un système logistique affûté et surtout des clients fidèles, soulagés de ne plus avoir à réfléchir. J'ai compris ce jour-là que la simplicité bien exécutée valait mieux que 1000 promesses compliquées. Ce n'est pas un cas isolé. Dans presque tous les secteurs, la même logique fonctionne. Vous connaissez ces appareils qui font le ménage tout seuls? Ces robots aspirateurs qu'on déclenche depuis son smartphone? Ils se vendent comme des petits pains. Pourquoi? Parce qu'ils nous épargnent un effort que personne n'aime faire, même s'il est minime. À Paris, une start-up propose un service de pressing mobile. Vous avez votre linge devant votre porte le matin, vous le retrouvez lavé, plié, repassé le soir même. Le tout géré via une simple application. Les clients ne choisissent même plus leurs horaires. C'est la plateforme qui optimise les tournées. Moins de choix, moins d'organisation et plus de sérénité. Le secret n'est pas dans la technologie, il est dans le positionnement psychologique. Je te facilite la vie, je pense à ta place. Je te rends du temps. Et dans un monde où le temps devient plus précieux que l'argent, cette promesse est irrésistible. Je pourrais vous parler aussi de ce concept qui m'a fasciné à Bordeaux, une boutique de repas prêt à décider. Vous entrez, vous dites simplement si vous avez faim, si vous préférez chaud ou froid, sucré ou salé. Le reste, c'est eux qui choisissent. Et ça fonctionne. Parce que l'hésitation, l'indécision, la surcharge mentale fatiguent, plus qu'on ne le croit.
Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un véritable marché autour de la fatigue décisionnelle. Chaque fois que vous simplifiez la vie d'un client, que vous réduisez le nombre de clics, d'options, de choix, vous augmentez vos chances de vente. Mais il faut aller plus loin encore. Car la paresse ne concerne pas seulement les tâches physiques. Elle touche aussi les tâches mentales, les émotions, l'organisation de la vie quotidienne. À Strasbourg, une jeune entrepreneuse a développé un service de vie réglée. Elle propose à ses clients solo des plannings hebdomadaires prédéfinis. Quoi manger, quoi lire, quoi regarder, quand sortir. Un assistant personnel qui pense à votre place. Ce service, qu'on aurait cru marginal, attire chaque mois de nouveaux abonnés. C'est là que j'ai compris. Nous ne sommes pas seulement fatigués de faire, nous sommes fatigués de décider. Et tout ce qui nous décharge de cette pression devient un bien précieux. Et ce modèle n'a rien de cynique. Il ne s'agit pas de manipuler la paresse des gens. Il s'agit de reconnaître qu'en 2025, la complexité du monde nous épuise. Trop de notifications, trop de sollicitations, trop de choix. Alors ceux qui savent filtrer, guider, alléger, gagnent. J'ai appliqué cette idée à ma propre activité. J'ai simplifié mes offres. Au lieu de proposer 3 services, j'en propose un seul avec des variantes. Au lieu d'un site complexe, une seule page, une seule promesse. Résultat, plus de clients, moins de questions, plus de confiance. Je vous invite à regarder autour de vous. Combien de services, combien de produits peuvent être rendus plus simples? Combien d'expériences d'achat peuvent être réduites à un seul clic, une seule phrase, une seule action? L'avenir, croyez-moi, appartient à ceux qui sauront dire « laisse, je m'en occupe ». Et la bonne nouvelle, c'est que ce type de modèle est parfaitement accessible. Pas besoin de capitaux énormes, pas besoin d'une invention révolutionnaire. Il suffit de bien observer ce que les gens fuient, ce qui les ennuie, ce qui les ralentit, et de leur proposer une voie rapide, fluide, rassurante. Dans la prochaine partie, je vous emmènerai vers un public souvent négligé, mais infiniment riche de sens, de valeurs et de fidélité. Les seniors. Ceux qui, loin d'être à la retraite de la consommation, sont en train de redéfinir la façon dont nous vivrons, apprendrons et vieillirons demain. J'ai longtemps cru que la vieillesse signifiait le retrait, la lente sortie de scène, le silence progressif, les rides du temps qui effacent les désirs. C'était une idée que j'avais reçue, sans la questionner. Jusqu'au jour où j'ai passé une matinée dans une salle de sport à Montreuil, entourée de femmes de plus de 60 ans. Elles étaient là en cercle, riant, transpirant, discutant comme des adolescentes dans une cour d'école. Je me suis senti bête, parce que je comprenais enfin que j'étais passé à côté d'une vérité éclatante. Les personnes âgées ne veulent pas qu'on les assiste. Elles veulent qu'on les inclue. Cette salle, c'était Curves, un modèle importé du Japon, mais parfaitement adapté à la culture française. Pas d'hommes, pas de compétition, pas de miroir. Juste un espace conçu pour la mise en mouvement, la parole, le lien. C'était pas une salle de sport. C'était une place de village moderne. Et c'est là que j'ai réalisé que l'économie du troisième âge n'est pas une économie du soin, mais une économie du sens. Ce que veulent les seniors, c'est pas qu'on les soigne, c'est qu'on leur parle, qu'on leur tende la main sans condescendance, qu'on leur propose des expériences qui résonnent avec leur histoire. Et ces expériences, elles se monnaient. Car contrairement aux idées reçues, beaucoup de retraités ont les moyens. Mais surtout, ils ont le temps. Et ils veulent qu'on les aide à le remplir avec intelligence. À Lyon, j'ai vu une maison de quartier organiser des cours de peinture pour les plus de 55 ans. Les inscriptions se remplissaient en moins de 2 jours. À Rennes, une école proposait des cours de codage informatique pour les retraités. L'enseignant m'a confié que c'était son groupe le plus motivé. Et à Strasbourg, une entreprise de service à la personne a explosé en proposant non pas des aides ménagères classiques, mais des compagnons de sortie, des gens formés pour accompagner, converser, créer du lien. Tout cela m'a bouleversé, parce que je voyais enfin ce que personne ne voit vraiment. Les seniors sont une population active, investie et en demande. Mais il faut leur parler autrement. Pas comme à des clients à problème, mais comme à des clients à potentiel. Et il y a encore plus fort. Un jour à Toulouse, je rencontre un homme nommé Alain, la soixantaine, ancien infirmier. Il s'est lancé dans un métier improbable, le bain à domicile pour personnes âgées.
Il arrive avec une baignoire mobile, une équipe discrète et offre un moment de soin, de respect, de dignité. Il ne vend pas une prestation d'hygiène, il vend un rituel, un instant où la personne redevient le centre de l'attention. Ses clients réservent des semaines à l'avance. Il ne fournit plus. À côté de cela, un autre modèle m'a impressionné, les maisons de retraite créatives, des lieux hybrides entre le foyer et le centre d'art. On y trouve des ateliers de vidéo TikTok pour les grands-parents, des concours de cuisine entre résidents, des soirées à thème. Non pas pour distraire, mais pour stimuler. Pour rappeler que la vie continue même après 70 ans et que chaque jour mérite une émotion nouvelle. Et c'est là que se trouve l'opportunité. Dans cette faille entre ce que l'on croit que les vieux veulent et ce qu'ils veulent vraiment. Car ce fossé, ce malentendu générationnel, crée un vide immense. Et ce vide, il faut le remplir avec des idées, de l'écoute, de la créativité. Ce n'est pas une affaire de santé, c'est une affaire de culture. Je me suis demandé, pourquoi ne pas imaginer des services de voyage sur mesure pour les retraités solo? Des expériences de découverte adaptées à leur rythme, à leurs envies, à leur sensibilité. Ou encore des espaces de co-living pour seniors actifs qui veulent vivre entre pairs sans la lourdeur d'une maison de retraite classique. Et je ne parle même pas des besoins numériques. Une femme à Nantes a créé une mini-agence qui aide les personnes âgées à gérer leurs comptes en ligne, leurs rendez-vous médicaux, leurs démarches administratives sur Internet. Elle m'a dit une chose qui m'a marqué, ils n'ont pas besoin d'un cours d'informatique, ils veulent juste qu'on les aide à rester dans le monde. Et c'est exactement ça. Rester dans le monde. Voilà ce que veulent nos aînés. Et nous avons la responsabilité, mais aussi l'opportunité de leur proposer les moyens de le faire. Ce que je retiens de tout cela, c'est que nous avons une génération entière, riche d'expérience, de ressources, de curiosité, qui est encore debout et qui attend, non pas une aide, mais une proposition. Non pas une solution médicale, mais une invitation culturelle. Je crois profondément que l'avenir appartient à ceux qui sauront redonner aux anciens la place qu'ils méritent. Pas en leur construisant des cages dorées, mais en leur ouvrant les portes de projets dignes d'eux. Dans la prochaine partie, nous explorerons un territoire encore plus tabou, encore plus invisible, mais aussi incroyablement porteur. Celui des adieux, car même la fin peut devenir un nouveau début pour ceux qui savent écouter la douleur et la transformer en beauté. Après avoir exploré ces 5 territoires économiques inattendus, une chose me frappe avec une clarté presque douloureuse. Le monde change, et il ne prévient personne. Il ne fait pas de bruit, il ne demande pas l'autorisation. Il évolue en silence, sous la surface, à travers des détails que beaucoup ignorent. Un bol de nouilles avec un message caché, un flacon de riz prêt à cuire, une grand-mère qui apprend à monter une vidéo TikTok. Ce sont de petits gestes, de petites idées, mais ils racontent une grande vérité. Cette vérité, c'est que l'économie de demain n'est plus une question de puissance, de capital ou de diplôme. C'est une question de compréhension humaine. Ceux qui réussiront ne seront pas forcément les plus riches, ni les plus brillants. Ce seront ceux qui savent écouter ce que les autres ne disent pas. Ce seront ceux qui savent voir ce que les autres ignorent. Ce seront ceux qui savent offrir des solutions là où il n'y avait jusque-là que des frustrations. Je ne vous demande pas de changer de vie du jour au lendemain. Je ne vous invite pas à tout plaquer, mais je vous encourage à regarder le monde différemment. Chaque personne autour de vous a un problème à résoudre. Chaque moment de votre journée est une opportunité d'innovation, de service, de création. Et souvent, les meilleures idées naissent dans les interstices du quotidien, là où personne ne s'attarde. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin d'attendre, ni une autorisation, ni une validation. Vous pouvez commencer petit, humble, local. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de votre projet, c'est la justesse de votre regard, le sérieux de votre exécution et la profondeur de votre intention. La leçon, elle est simple mais puissante. Dans un monde complexe, simplifiez. Dans un monde rapide, ralentissez. Dans un monde bruyant, écoutez. Car c'est dans cette contre-culture que se trouvent les vraies opportunités. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelle petite frustration ai-je vécue cette semaine? Et que pourrais-je inventer pour ne plus jamais l'avoir?
Là commence votre aventure. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question simple. Selon vous, quelle qualité est la plus essentielle pour réussir dans les années à venir? A. L'innovation. B. L'empathie. Écrivez votre réponse en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis et je suis sûr qu'ils inspireront aussi d'autres personnes de cette communauté. Si ce contenu vous a parlé, si vous avez appris quelque chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez aussi faire un petit don. Cela m'aide énormément à continuer à produire du contenu sincère, utile et profond. Merci d'être là. Et surtout, restez curieux.